Bienvenue Jean-Luc Blaise derrière ce micro. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un plaisir. Vice-président délégué de la CHASM, Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo. Alors, effectivement, un crack normand. La fin de la banque Gilbert d'Avranches, c'est le thème de la prochaine conférence mensuelle proposée par la CHASM à Saint-Malo, Carré et Deis. Ce sera lundi 20 janvier à 14h30. Bien sûr, vous allez nous présenter à la fois le conférencier et le sujet, Jean-Luc Blaise. Tout à fait. Ce sera la 1494e séance de conférence. Chapeau. Alors, l'air de rien, nos permanences du mardi amènent des surprises. Ah. Il y a quelques années, vous avez reçu ici avec moi notre collègue Jean Brodeur, qui venait du Québec, et qu'un mardi après-midi, on a vu débarquer avec une valise pour venir à la Société d'Histoire, près de la gare. Il nous dit « J'arrive de Montréal, et puis j'écris des romans historiques. » Et alors, je ne vous raconte pas l'histoire, on l'a raconté plusieurs fois ici, et puis Jean est venu témoigner, et peut-être d'ailleurs je le salue, parce que je sais que il nous écoute, en peut-être, Estrie, à Sherbrooke, en général, il va voir chaque mois un peu ce que nous avons raconté. Et là, un mardi, voilà un certain Gilles Roger qui débarque et qui nous dit qu'il a envie de regarder ce que nous avons en documentation. Il est passé aux archives parce qu'il travaille sur un sujet qui est le krach normand d'une banque, de la banque Gilbert à Avranches. Je dis, qu'est-ce qu'il peut vouloir voir ici? Eh bien, il dit, mais savez-vous que à Saint-Malo, cette banque avait une succursale extrêmement importante. Alors, un mot de Gilles Roger. C'est un socio-économiste qui a beaucoup travaillé pour des organismes internationaux. Il a circulé un peu partout dans le monde, pour l'UNICEF, pour l'ONU, enfin bref. Et puis, arrivé à la retraite, comme un certain nombre des gens qui viendront à la permanence cet après-midi, il cherche autour des archives de sa famille. Il est l'arrière-petit-fils d'Hippolyte Gilbert. Et il a donc consacré 3 années à la recherche des causes de la chute de la banque Gilbert d'Avranches et à la reconstitution des péripéties qui vont ponctuer cette liquidation. Et il vient avec un ouvrage, il a écrit un ouvrage très documenté sur cette histoire. Mais ça l'intéressait. Alors quand on est à Avranches, on n'est pas très loin de Saint-Malo, et il s'est dit, je vais aller passer un après-midi. Et voilà qu'il a passé l'après-midi, puis il est revenu aux archives, puis dans notre bibliothèque. Et puis de fil en aiguille, il m'a raconté un peu son histoire. Je me dis, mais c'est tout à fait intéressant, il faut nous en dire plus. Venez donc faire une conférence. Voilà pourquoi je disais que l'air de rien, un passage, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Mais retournons à Avranches. En 1788, un petit épicier ouvre un comptoir d'escompte qui va s'agrandir, devenir une banque, la banque Gilbert Jaune Fils. Et entre 1890 et 1920, cette banque se transforme et devient Gilbert et compagnie. Elle étend son emprise géographique jusqu'aux confins de la Basse-Normandie et de la Bretagne. Puis en 1930, elle disparaît dans un krach retentissant. La famille Gilbert dirigea cette banque du début jusqu'à la fin. Hippolyte Gilbert, que la Banque de France admira au point de dire que c'était un grand banquier, la Banque de France qui dit ça, rendez-vous compte, il assura le remarquable développement de sa banque jusqu'à sa mort en 1925 et devint un personnage qui comptait dans la région. Sous la plume de son arrière-petit-fils, on lit « Il développe comme un dingue, il a un talent fou, de l'ambition, et il est sauvage en business. » C'est du Bernard Tapie, visiblement. Dès lors,
des questions se posent. Mais que s'est-il passé pour en arriver là? Oui. Quelles sont les causes de cet C'est ça. événement d'une gravité exceptionnelle dans la région? Que s'est-il passé ensuite? Et quelles en sont les conséquences, tant pour la famille Gilbert que pour les créanciers de la banque? À ces questions, l'examen des archives de la banque, et surtout de la Banque de France, mais également des archives judiciaires, notariales, familiales, permet de proposer des réponses incontestables, tant elles sont nombreuses et convergentes. Alors, vous imaginez que quelqu'un qui se met à ouvrir ces documents, il tire des fils. Et c'est tout à fait passionnant. Et les gens que nous rencontrons à notre société les mardis après-midi, et maintenant, je le dirai après, les jeudis après-midi, parce qu'on a trop de monde les mardis, alors on ouvre aussi, et chacun tire sur un fil. Et c'est quelquefois tout à fait intéressant. Et nos sociétés fonctionnent un peu comme un laboratoire universitaire, parce que vous cherchez sur un sujet, puis vous apercevez que votre collègue à côté n'est pas du tout sur ce sujet-là, mais lui, en ouvrant des boîtes d'archives, il dit « Tiens, mais ça pourrait intéresser Tartampion. » Voilà. Alors, Saint-Malo et sa région fut une des deux principales zones d'activité de la Banque Gilbert d'Avranches, qui va s'appeler d'Avranches parce qu'il va ouvrir une succursale à Dinan. Alors, la succursale de Saint-Malo contrôle les agences de Saint-Servant, Dinard, Dole, Combourg, ainsi que les bureaux de Cancale, Châteauneuf et Planquette. Et la Banque Gilbert de Dinan, renommée Crédit Dinanais peu avant le krach, est dirigée par un membre de la famille Boismenu. Alors, je fais encore un détour, mais vos auditeurs sont habitués à mes petits détours. C'est que la famille Boismenu mérite un peu qu'on s'intéresse un petit peu. Oui. François-Marie Célestin Guinaud de Boismenu, qui est mort en 1884, aura 11 enfants. Et son dernier enfant eut un destin particulier, très loin du Rocher Malouin. Pensez donc, Alain, né à Saint-Malo en 1870 et mort en 1953, à Kubuna, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en fait, ce Malouin était devenu prêtre et missionnaire auprès des Papous. Et il devint un des premiers évêques de Nouvelle-Guinée. Particularité aussi, il a été consacré évêque à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en 1900. C'était le premier évêque à être consacré dans cette basilique. Paul Claudel va voyager avec lui en Papouasie, le qualifiait de héros de la Papouasie et d'évêque au cœur de Lyon. En 1937, Alain de Moisbonu a ordonné le premier prêtre indigène papou. Fin de la parenthèse sur la famille Boismenu, mais je vais en reparler tout à l'heure parce que c'est une famille qui va avoir un rôle important dans cette banque. Alors, si on revient à la succursale de Saint-Malo, un autre détail, elle est au 13 rue de Toulouse. Ce bâtiment est relativement connu car il fut acheté par la Chambre de commerce plus tard, à la fin de la Banque Gilbert, aux enchères publiques. Ces bureaux avaient d'ailleurs une valeur supérieure à ceux d'Avranches, et leur valeur de liquidation fut presque le double, soit 271 500 francs, contre 140 000. Notons que cet immeuble n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et que la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo y a eu son siège pendant plusieurs années. Ensuite, ça a été un musée de coquillages et maintenant c'est un restaurant. Alors, dans le statut de la banque en 1921, le pays malouin a fourni la moitié des 102 commanditaires, tous amis de la famille Gilbert. L'équipement de la succursale de Saint-Malo était, après Avranches, la première succursale. La famille de Boismenu, présente au conseil municipal de Saint-Malo à l'époque, pendant une dizaine d'années, fortement engagée dans la grande pêche, c'était des armateurs,
a assuré la direction de la région Bretagne de la Banque Gilbert pendant plus de 50 ans. Elle a contribué au recrutement de nombreux commanditaires à l'occasion de la souscription de 1921. On avait beaucoup d'armateurs pour la pêche à Terre-Neuve qui avaient souscrit à la banque. C'est vous dire que lorsqu'il y a le krach, c'est une catastrophe sociale à Saint-Malo. En 1909, Hippolyte Gilbert va participer à la création de la Banque de Bretagne, cette grande banque dont le siège est à Rennes, mais qui a rayonné sur toute la Bretagne. Et il va rester vice-président jusqu'à sa mort en 1925. Le nombre de clients de la Banque Gilbert correspondant à la région Bretagne n'est pas connu précisément, mais il fut sans doute élevé en nombre, plusieurs milliers, et en valeur. Au moment du krach en 1930, un journal cita le nombre de 500 victimes pour la seule agence de dinars. Alors, l'autre jour, quand j'ai rencontré Gilles Roger, il était encore en train de dépouiller tout le pays malouin de cette époque pour voir tous les retentissements, et je peux vous dire que ça va être passionnant de l'écouter. C'est un orateur tout à fait passionnant. Quand on déjeune avec lui, on boit ses paroles et on oublie de piquer la fourchette dans son poisson. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette 1494e édition. Eh oui, quelle continuité. Quelle continuité, tout à fait. La chasme Histoire Passion Malouine, Jean-Luc Blaise. C'est vraiment Histoire Passion Malouine. Et l'air de rien, il paraît que quand on soulève un pavé à Saint-Malo, on a toujours des morceaux de l'histoire qui surgissent. Ouais, il faut savoir la lire et l'écouter. Alors, on précise que la conférence est ce lundi 20 janvier à 14h30. Vous conseillez aux personnes d'arriver assez tôt. Je crois qu'il y a une priorité qui est donnée aux adhérents de la chasme. Oui. Mais maintenant, on a plus de place qu'on avait au théâtre Chateaubriand. Donc, le flux est plus aisé. Donc on peut venir, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Combien d'adhérents êtes-vous d'ailleurs en ce moment à la chasme? Alors actuellement on est dans le renouvellement des adhésions, mais au mois de décembre on était à 626 adhérents. Ce qui fait que on est très considéré dans le milieu breton, en Bretagne, et on fait envie à beaucoup de sociétés d'histoire. Vous nous rappelez le montant de la cotisation, si d'autres personnes veulent vous rejoindre? C'est 50 € individuellement, 60 pour un couple. Et qui donne droit aux annales aussi? Et voilà, qui donne droit à un ouvrage de près de 500 pages chaque année avec des illustrations. Ce sont les éditions Christelle qui font un joli travail chaque année pour mettre en valeur la parole des orateurs, puisqu'on leur demande évidemment de tenir une conférence, mais aussi ils s'engagent à écrire un chapitre de cet ouvrage annuel. Oui, et vous indiquez tout à l'heure, Jean-Luc Blaise, qu'il y a les permanences du mardi, et là le jeudi donc, c'est voilà, ça la nouveauté. C'est la nouveauté de ce début d'année, c'est que à une demande générale, on ouvre une deuxième permanence les jeudis après-midi. Ça démarre petitement, mais c'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de gens qui viennent lire, qui viennent découvrir un certain nombre de documents, parce que nous avons une très belle bibliothèque de plus de 3000 ouvrages, et il nous en arrive régulièrement. Comment ça se passe justement, oui? Il y a des legs? Comment c'est... Oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir un fonds important de la part de la famille du professeur L'Espagnol, et quand Madame L'Espagnol a fait cette proposition, je lui ai dit mais les enfants ne sont pas intéressés. Mais il me dit mais si, bien sûr, sauf qu'ils habitent tous Paris. Et évidemment, quand on va chez le professeur L'Espagnol, qu'on voit ces rayonnages, il n'y a pas de place à Paris. Et on voit aussi que beaucoup d'héritiers viennent nous voir parce qu'eux-mêmes n'auront pas de place pour mettre les ouvrages, et si bien que régulièrement notre fonds s'enrichit. Alors nous-mêmes, nous achetons, nous avons une commission bibliothèque que Jean-Louis Colliot anime remarquablement, et nous faisons des acquisitions, mais il y a aussi beaucoup de dons qui nous permettent d'avoir des ouvrages anciens, souvent recherchés, et tout simplement parce que, alors il se peut aussi que dans les familles, quelquefois, on n'est pas intéressé par ceux qui intéressaient l'aïeul, qui laissent effectivement tous ces ouvrages, mais c'est aussi souvent pour des questions de disposition, et les appartements sont plus petits
que les grands appartements qui pouvaient se permettre d'avoir des grandes bibliothèques. Donc un grand fonds d'ouvrages à retrouver à la bibliothèque de la Chasme. Merci beaucoup Jean-Luc Blaise, vice-président délégué de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo pour notamment la présentation de cette conférence Un crack normand, la fin de la banque Gilbert d'Avranches, sujet fort intéressant. Vous avez vraiment su capter notre attention pour être présent lundi au Carré Déis à 14h30 et je vous dis au mois prochain pour la prochaine conférence. Merci de m'accueillir à chaque fois. Avec plaisir. Et le mois prochain, je vous parlerai des marins bretons et des mobiles d'Ille-et-Vilaine pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871. C'est notre collègue Dominique Maillard, sociétaire, qui en parlera. Dominique Maillard est un professeur émérite de l'université parisienne. Eh bien, à très bientôt donc. Au revoir Jean-Luc Blaise.